et bien sûr en termes juridiques, des clés pour comprendre, mais aussi pour voir la prostitution des mineurs, voir pris dans plusieurs sens, voir au sens reconnaître les mineurs qui se prostituent comme des victimes, et voir au sens de repérer. Puisqu'on a identifié que c'était une difficulté assez conséquente. Et puis, cette première partie montrait de premières mobilisations que nous pouvions relever au niveau départemental et judiciaire. Nous élaborons donc, je le disais, actuellement un deuxième volet à ce dossier qui paraîtra fin juin 2022. Et cette fois, il portera sur l'étape d'après, c'est-à-dire les dispositifs de prévention, de prise en charge et de soins de ces jeunes que nous avons pu identifier. Et c'est à partir de ces éléments de connaissance que je peux faire cet exposé aujourd'hui. Et puis là aussi, bien sûr, je renverrai à l'apparition de ces deux ouvrages dont un est déjà disponible. Alors, quelques repères juridiques sur la définition de la prostitution. La définition de la prostitution, elle reposait pendant longtemps uniquement sur la jurisprudence de la Cour de cassation, jurisprudence de 96 qui plus est, donc assez ancienne, qui disait que la prostitution constitue à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Donc sur la question de la satisfaction des besoins sexuels d'autrui, je vous laisse juge à quel point c'est daté comme façon de voir les choses. L'essentiel de cette définition, c'était de dire qu'il fallait des contacts physiques, qu'il fallait une rémunération, et des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient. Il a été admis progressivement qu'en guise de rémunération, ça pouvait être une contrepartie de n'importe quelle nature qu'elle soit, et la loi du 13 avril 2016 a ainsi expressément pénalisé le fait de solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle en échange non seulement d'une rémunération, mais aussi d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. C'est la définition qui est inscrite à l'article 611-1 du Code pénal, définition qui est en même temps une incrimination, puisque vous savez que la prostitution, que ce soit pour le recours à la prostitution, est interdit, que ce soit pour les majeurs ou les mineurs, depuis 2016. Cette évolution législative permet quand même pas mal de clarifier les choses, puisque concernant en particulier les mineurs, la rémunération en numéraire existe bien sûr, mais la rémunération en nature est aussi très fréquente. Je pense à des cadeaux, à un hébergement, à des repas fournis à des mineurs en errance en contrepartie d'actes sexuels. Voilà, ce qui permet du coup de bien comprendre la définition de la prostitution et peut-être de sortir de certains pièges euphémisants, puisque les personnes concernées sont les mineurs concernés sont les premiers évidemment à utiliser des termes comme michetonnage, comme escort girl, comme ou des échanges de bons procédés, ou des choses comme ça. On n'est pas obligé de leur asséner la violence du terme tu es une prostituée, tu es un prostitué, du terme prostitution, mais pour nous professionnels, il ne faut pas être dupes. Toutes ces pratiques, ce sont en fait de la prostitution, qui tombe sous le coup de la loi en ce qui concerne les auteurs et les proxénètes, et non en ce qui concerne les victimes, je vais y revenir, et qui nécessitent une protection des mineurs, et qui ne peuvent pas être envoyés à leur intimité sexuelle et à des nouvelles pratiques sexuelles, parce qu'il y a ça aussi comme argumentation chez les jeunes que nous suivons, c'est qu'on ne comprend rien parce qu'on est trop vieux, vous l'avez entendu. Je vois que ça opine. Non, c'est pas une pratique sexuelle, c'est de la prostitution, en fait, dès lors qu'il y a une contrepartie de quelque nature qu'elle soit, et même, dit la loi, de promesse de contrepartie, vous l'avez entendu. Je vais passer... Ah ben vous y étiez, excusez-moi. Donc effectivement, je le disais tout à l'heure, la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a affirmé déjà cette interdiction absolue de la prostitution des mineurs, et affirmé aussi qu'il s'agissait d'un sujet pour la protection de l'enfance, puisque l'article 13 de cette loi dit « Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative ». Donc, voilà, plusieurs précisions qui sont peut-être inutiles, mais
Deux précautions valent mieux qu'une. Un mineur qui se prostitue n'est pas un mineur délinquant, mais est un mineur en danger. D'autant que le délit de racolage a été aboli en 2016. L'interdiction de la prostitution des mineurs est absolue jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Vous remarquez que le texte que j'ai cité ne fait pas de différence entre mineurs de moins de 15 ans et mineurs de plus de 16 ans. C'est une interdiction absolue jusqu'à 18 ans. Et donc, bien sûr, aucun lien avec ce qu'on appelle parfois la majorité sexuelle, la capacité de consentir à partir de 15 ans, etc. Et de manière générale, la notion de consentement n'est pas du tout pertinente en matière de prostitution des mineurs. Quand on a moins de 18 ans, on ne peut pas consentir à se prostituer valablement. En tout cas, ça ne fait pas tomber l'incrimination pour la personne qui a recours à la prostitution. Donc, précision utile aussi, le délinquant, c'est celui qui a recours à la prostitution d'un mineur, qui en tire un profit de quelque façon que ce soit, autrement dit le client ou le proxénète. Alors, si je le précise, c'est que ce cadre juridique n'est pas connu de tous les interlocuteurs des jeunes, et des jeunes et de leurs parents aussi. Parfois, on a beaucoup de parents qui ont pu expliquer que parfois ils se présentent devant des services de police ou devant des services éducatifs et qu'on leur dit que c'est la liberté de leur enfant de faire ça, et que finalement, puisqu'il est consentant, parfois parce qu'il a plus de 15 ans et qu'il est consentant, eh bien, il n'y a aucune difficulté. Donc c'est pour ça que je le précise. Alors je vais passer à la suivante. Sur les formes de prostitution, ce qui peut être aidant pour le repérage et pour peut-être sortir de certaines représentations, c'est qu'on avait cette image auparavant de la mineure étrangère exploitée, la plupart du temps à travers une prostitution de rue, par un réseau de traite internationale. Alors, ça existe toujours, Cependant, une mobilisation forte s'est mise en place par rapport à ce type d'exploitation sexuelle, si bien que là, on sait comment la prendre en charge. Ce qui est apparu, et ce qui est une forme de prostitution en forte expansion, concerne surtout des jeunes qui ont des attaches en France et dont l'activité prostitutionnelle se développe à partir de sites ou de réseaux sociaux. On parle de prostitution discrète à ce titre-là. Voilà, de prostitution 2.0 aussi. On entend aussi cette expression pour qualifier ce type de prostitution. Il concerne surtout, quand on fait un petit peu un profil des mineurs et des formes de prostitution, ça concerne surtout des jeunes filles qui peuvent, il y a quelques garçons, mais ça concerne surtout des jeunes filles, il faut dire les choses, qui peuvent pratiquer seules ou avec des copines. Souvent, la pratique de ces jeunes, même quand elle est volontaire, entre guillemets, au départ, elle est récupérée ensuite par des proxénètes. Et ce sont en général des micro-réseaux dont l'organisation n'est pas stable. Et des micro-réseaux qui évoluent rapidement, ce qui est toute la difficulté en termes de repérage et de répression d'ailleurs. Il y a un article de notre premier dossier thématique, notre premier volume, qui permet de comprendre ces organisations, puisque les chercheuses Bénédicte Lavaux-Legendre et Cécile Plessard ont pu déterminer que cette activité de prostitution, elle se structure beaucoup en plans. Elles ont appelé ça la logique des plans, parce que c'est comme ça que les jeunes l'appellent, parfois des plans sous, on peut lire ça. Un plan, c'est un plan d'une durée limitée sur un ou plusieurs lieux, avec une organisation où les tâches sont très bien réparties. L'organisation vise à, dans un temps déterminé, gagner un maximum d'argent, au moins pour le proxénète, parfois pour la jeune fille, mais au moins pour le proxénète. Ce plan, cette organisation, elle peut tout à fait se dissoudre complètement dans la nature une fois le plan terminé. Évidemment, après, la jeune fille est connue, les proxénètes ont acquis un savoir-faire et ils peuvent se reformer à géométrie variable. On entend même des processus où les jeunes filles sont revendues, entre guillemets, d'un plan à un autre. Il y a des trocs qui se font. L'organisation comporte alors un patron, un proxénète patron, et des prestataires qui n'en sont pas moins proxénètes. Le patron, bien sûr, gère l'activité, fixe les conditions de rémunération des protagonistes, et les prestataires gèrent le recrutement des jeunes filles, la création et la mise en ligne des annonces, la logistique, les réservations d'Airbnb, la fourniture de drogue, de préservatifs, etc., etc. Et puis, il y a aussi des prestataires en charge du contrôle, c'est-à-dire de la surveillance des jeunes filles. Et ceux-là peuvent ne pas hésiter à jouer sur tous les ressorts, c'est-à-dire le ressort affectif, mais aussi le ressort du chantage et le ressort de la contrainte physique et de la violence physique.
Mais ces jeunes se présentent et sont présentés par les jeunes filles victimes comme des personnes qui sont là pour les protéger. De la même manière, les recruteurs peuvent utiliser leur charme pour recruter les jeunes filles. C'est le phénomène qu'on appelle celui des lover boys, qui séduisent les jeunes filles et puis leur demandent de se prostituer. C'est là qu'on voit qu'il y a un dévoiement de notions d'affection, de protection. Et c'est là qu'on identifie immédiatement, quand on connaît le public de la protection de l'enfance, à quel point celui-ci est vulnérable, puisque lui-même, il n'est pas toujours bien doté du côté des repères quant à ces notions de protection et d'affection. Il est déjà en fragilité. Les proxénètes peuvent aussi jouer sur l'utilisation des téléphones personnels qui ont une place tout à fait centrale dans ce trafic et dans cette organisation, à la fois comme outil facilitant la mise en place de la prostitution, mais aussi outil de chantage ou outils qui permettent de diffuser des photographies de la jeune fille et puis de la contraindre ensuite à d'autres rapports sexuels rémunérés. Donc ça, c'est une des formes de la prostitution qui est en expansion, la prostitution par les plans. De manière marginale, un peu plus marginale, on a aussi des pratiques de prostitution qui se développent au sein des établissements scolaires, avec des pratiques de type une pipe contre un cadeau, une somme souvent modique. Et là, c'est sous l'angle du défi que les choses sont présentées, sous l'angle du défi au monde des adultes, bien sûr, et puis du défi entre eux. Sur le coup, il n'y a pas de... voilà, les jeunes n'ont pas l'impression de faire quelque chose de grave ou qui va entraver leur développement futur. Mais simplement, ils ont l'impression de faire quelque chose qui va leur permettre d'appartenir au groupe. Et on sait à quel point c'est important. Simplement, après, c'est une autre affaire. Et notamment s'ils tombent sur des gens qui vont pouvoir filmer, par exemple, le phénomène, etc., etc. De manière encore plus marginale, bien sûr, quand on parle d'exploitation sexuelle des mineurs et de prostitution des mineurs, il y a des situations où les parents sont proxénètes de leur enfant. Il y a eu des procès assez connus par rapport à ça. Bien sûr, c'est assez, heureusement, marginal. Donc ça, c'est un petit peu sur les différentes formes de prostitution. Juste vous dire aussi qu'il n'existe pas de statistiques consolidées et fiables qui permettent d'établir le nombre de mineurs victimes de prostitution en France. Ça s'explique bien sûr par le fait que c'est un phénomène caché, clandestin. Et puis, il existe quand même des indicateurs qui permettent de dire que c'est un phénomène en expansion, en tout cas qui est davantage repéré. Nous, on peut le comprendre aussi comme quelque chose qui est davantage vu. Puisque ce que nous disent les éducateurs, c'est qu'à partir du moment où ils sont formés, ils identifient des choses qui, 1 an ou 2 ans auparavant, auraient dû être identifiées comme de la prostitution. Donc forcément, ça fait monter les chiffres. Et on peut notamment citer les chiffres de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, qui évoquent, entre 2014 et 2019, une augmentation de 571% du nombre de victimes mineures identifiées dans les procédures pour traite des êtres humains et proxénétisme. Donc, on est sur une expansion, en tout cas un ressenti d'expansion par les professionnels et par le monde des adultes, qui est certainement vrai, mais c'est aussi lié au fait qu'on voit mieux, qu'on est plus sensibilisé et qu'on voit mieux. Donc, oui. Concernant les mineurs victimes de prostitution, donc je le disais, ça concerne majoritairement des filles, mais il faut rester vigilant à ne pas invisibiliser les garçons qui peuvent être pris aussi dans ces réseaux de prostitution. Concernant l'âge de ces mineurs, on a certains témoignages qui concernent des filles de 12 ans. Cependant, quand même, la grande majorité, c'est entre 14 et 17 ans. Il faut quand même raison garder. Mais ça existe. Ensuite, quant à l'origine socio-professionnelle et des parents et au milieu, on entend souvent parler de proxénétisme de cité, ce qui peut induire en erreur. Le profil de ces jeunes est loin d'être celui de jeunes qui grandissent en cité. Ça touche absolument tous les milieux et tout le territoire. Je pense qu'il n'y a pas un seul département qui n'ait pas de mineurs qui se prostituent. Au jour d'aujourd'hui, vu la mobilité extrême et la fluidité des réseaux sociaux, je pense qu'il n'y a aucun département qui échappe à ce phénomène.
Si on parle de proxénétisme de cité, c'est surtout en référence aux méthodes qui sont utilisées, qui sont des méthodes qui rappellent, dans le proxénétisme des plans dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui rappellent les méthodes des trafiquants de stupéfiants des cités. Hein, c'est pour ça qu'on parle de proxénétisme de cité. Mais par contre, que ce soit en termes de jeunes filles victimes ou jeunes garçons victimes et de clients, on est bien au-delà des cités, il faut être clair. Hein. Et je parle aussi des clients. On est bien au-delà des cités, on est bien au-delà des mineurs. Ce sont des majeurs qui abusent de ces jeunes filles par le biais d'une prestation tarifée. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe des facteurs de vulnérabilité qu'on peut identifier. On retrouve fréquemment des victimes qui ont besoin d'échapper à un climat d'emprise, voire de maltraitance, souvent, mais pas uniquement familiale. Et dans leur parcours, on repère aussi des initiations précoces et parfois non désirées à la sexualité, un viol, une relation amoureuse humiliante, ou des situations d'emprise ou de harcèlement. On a pas mal de jeunes filles qui témoignent que tout ça a commencé suite à une situation de harcèlement scolaire, qui est devenu du harcèlement sexuel et ainsi de suite. Enfin, comme s'il y avait un continuum de violence finalement. Certains de ces mineurs sont en rupture avec l'école ou les services socio-éducatifs. Et on voit là que ce sont des jeunes dont le parcours est marqué par la rupture avec l'adulte et une relation de confiance très difficile à établir avec le monde des adultes et les institutions. Évidemment, tous ces éléments sont aussi la voie royale vers la fugue, l'errance de ces jeunes personnes, qui est bien sûr la fugue et le terreau idéal pour le recrutement de mineurs victimes. De la même manière, ce qui peut aussi faire le terreau de ces pratiques, c'est les pratiques qu'on connaît pas mal de surexposition de soi dans des postures sexualisées, notamment sur les réseaux sociaux. Et là, on est face à un problème sociétal qui dépasse largement la protection de l'enfance. Et parce que ça peut attirer l'attention de proxénètes, de clients, et puis une chose en entraînant l'autre, ça peut favoriser l'entrée dans ces phénomènes. Oui, je vais faire de mon mieux. Donc, dit autrement, en fait, la fugue et les réseaux sociaux sont des espaces à haut risque, et c'est pour ça que nous y avons consacré à certaines parties. Donc voilà, là c'était, je pensais résumer un petit peu, mais je vais passer à la suite. Donc l'exposition prolongée à ces violences subies dans un contexte de captivité, d'emprise, puisque c'est ça dont on parle quand on parle de certains phénomènes de prostitution, est susceptible d'occasionner ce qu'on appelle un trauma complexe. Alors ce qui est compliqué, c'est que le trauma complexe, il peut être à la fois à l'origine et la conséquence de la prostitution des mineurs. Alors, trauma complexe, on a aussi des développements dans la première partie qui entraînent plusieurs altérations de 6 dimensions, plusieurs altérations qui sont à la fois dans les relations à l'autre et dans les relations à soi-même, pour le dire vite, et dans les relations à ses propres émotions. Altération dans la régulation des affects, de la conscience, de la perception de soi, dans les relations aux autres, de la perception de l'agresseur, et altération du système de croyance. Je ne vais pas détailler davantage. On peut se demander, voilà. On peut se demander pourquoi ces jeunes sont souvent dans des postures de déni, de banalisation, pourquoi ils ne sont pas toujours en demande d'aide. Alors, ces jeunes sont très vulnérables vis-à-vis du risque de revictimisation. Pour rappel, c'est vraiment lié au mécanisme du psychotrauma, où certains se remettent dans une situation violente pour se dissocier et que s'arrêtent les épisodes de reviviscence, finalement, des traumas antérieurs, qui peuvent être insoutenables. C'est pourquoi un professionnel dont nous avons trouvé les propos intéressants à mettre en valeur nous parlait de la fabrique d'excitation, finalement, que constitue la prostitution. Excitation liée au luxe, au fait d'être ensemble, intégrés dans un groupe de jeunes, un mode de vie festif, etc. Donc une fabrique d'excitation constante, parfois à la consommation de psychotropes aussi, qui est très liée. La difficulté, c'est que sur le moment, ça les soulage, et puis après, ça aggrave le traumatisme. Et puis ça crée un phénomène d'habituation à la violence qui est, encore une fois, à la fois à l'origine et la conséquence de la prostitution des mineurs. D'un certain nombre, en tout cas, de situations de prostitution. La difficulté, c'est que ces comportements qui peuvent rappeler des comportements addictifs, en fait, font obstacle
obstacle à la perception par les professionnels des aspects délétères et violents et indésirables de la prostitution chez les jeunes, et ça les ancre un peu plus dans ces conduites. C'est-à-dire que c'est pas spécialement nos meilleurs clients quand même, hein, les mineurs victimes de prostitution. Ils nous renvoient quelque chose d'assez violent. Effectivement, ça impute sur notre capacité à les voir en tant que victimes. J'en reparlerai tout à l'heure. On a, en termes de repérage, malgré tout, on peut distinguer des signaux d'alerte. D'abord, il y a les éléments sur le psychotrauma dont on vient de parler. Et puis, il y a quelques signaux d'alerte que j'ai cités ici. Alors, des addictions, un usage intensif des moyens de communication, un rapport au corps inadapté, que ce soit dans le cadre d'ailleurs de laisser complètement de côté son hygiène corporelle ou dans la situation au contraire de jeunes filles hypersexualisées avec des attitudes exagérées en fait, hein, sur le plan du soin apporté à leur corps, les deux extrêmes je dirais. Le repli sur un petit groupe de pairs doit également alerter, et puis bien sûr des changements brutaux de comportement. Il y a aussi des éléments qui ne sont pas du registre du comportement, comme bien sûr la détention d'objets, de cadeaux, d'argent liquide, des transports de vêtements de rechange, hein, aussi. Bien sûr, il faut être attentif, mais ça, on a l'habitude finalement en protection de l'enfance, il faut être attentif aux traces sur le corps, des traces de coups, des traces de brûlures, etc., qui peuvent accompagner ces phénomènes. Il est indispensable, bien sûr, de raisonner, mais ça, on a l'habitude aussi de raisonner en termes de faisceaux d'indices, hein, et de prendre en compte ce qu'on sait du mineur par ailleurs pour évaluer la situation. Toute la difficulté, effectivement, c'est un défi pour nous, pour la protection, c'est de penser globalement le mineur victime de prostitution, hein. On entend beaucoup parler d'une prise en charge spécifique nécessaire de la prostitution des mineurs et des mineurs victimes de prostitution. Alors bien sûr, il y a quelque chose de spécifique à la prostitution adolescente. Il s'agit d'une conduite à risque, mais en lien avec un certain type de réseau criminel auquel on n'est pas forcément habitué en protection de l'enfance, et ça peut faire peur. Et heureusement qu'on n'est pas confronté tous les jours à ces réseaux criminels en protection de l'enfance d'habitude. Autre spécificité, la prise en charge de ces jeunes nécessite une intervention pour des soins physiques et psychiques qui peuvent être très spécifiques, hein, notamment en matière gynécologique, hein, puisque là aussi il y a évidemment des traces et évidemment des pathologies particulières qui se présentent. Autre spécificité, il y a un besoin particulier de se coordonner au niveau judiciaire et policier pour à la fois protéger ces jeunes et reconnaître leur statut de victime de prostitution. Il y a aussi et surtout, je dirais, ce qu'on peut appeler la part agissante de ces enfants victimes de prostitution, à défaut de parler de leur consentement à la prostitution qui, on l'a vu, n'est pas réel. On peut appeler leur part agissante qui nous renvoie à des choses très compliquées en tant que professionnels, hein, puisqu'ils mettent en acte un refus de protection massif, revendiquent des pratiques qui touchent à des tabous sociaux majeurs, hein, l'argent, la sexualité, l'enfance, tout ça combiné. C'est généralement assez sidérant pour nous. Et le risque est grand pour les professionnels de les prendre au pied de la lettre et de confondre ces refus actifs de protection avec un consentement, hein. Et donc c'est Martine Balançon, qui est pédiatre en unité d'accueil pédiatrique et aussi présidente de la Société française de pédiatrie, qui nous disait que finalement la prostitution, il ne faut pas que la prostitution vienne faire écran à l'enfance. Et on a trouvé ça assez juste. Et effectivement, il faut faire attention à garder en tête nos repères en protection de l'enfance, il me semble. D'abord, l'adolescent qui se prostitue reste avant tout un adolescent qui va mal, qui a besoin d'être considéré, de se considérer autrement qu'à travers ce qu'il montre, fait ou subit. Et ça, on connaît. Ces jeunes sont avant tout des enfants et des adolescents, parfois confrontés à des situations d'emprise ou des dangers en général qui sont connus des professionnels, et les professionnels ne deviennent pas tout à coup incompétents face à eux parce qu'il s'agit de prostitution. Et les professionnels vont devoir, comme pour nombreuses autres mises en danger, établir un lien de confiance et le tenir.
et ils vont devoir travailler à plusieurs en identifiant ce que chacun peut faire de sa place. Et pour cela, les professionnels ont des compétences et un savoir-faire qu'il faut parvenir à remobiliser, sans exclure pour autant, évidemment, de monter en compétence sur la connaissance de la prostitution, mais il ne faut pas que ça vienne faire, encore une fois, écran à ce que l'on sait déjà de l'enfance et de la protection de l'enfance. Donc ça, ce sont les défis. Et puis, en dernière, je vous rassure, c'est la dernière. Je crois. En dernière slide, je m'avance un petit peu sur ce qui va paraître fin juin, mais je voulais vous parler un petit peu des pratiques en cours d'évolution que nous avons repérées. Alors, autant le dire tout de suite, depuis maintenant que nous visitons des dispositifs, que nous interrogeons des professionnels, etc., sur leurs pratiques, nous n'avons pas rencontré de dispositif dédié uniquement à la prise en charge des mineurs victimes de prostitution qui aurait une pratique ancienne et concluante. Ce que nous avons rencontré, ce sont des dispositifs spécifiques à la prostitution qui sont en cours de montage dans certains départements, et il y a une accélération d'ailleurs de ces montages et de ces appels d'offres parce que c'est en lien avec la contractualisation. Dans la dernière vague de contractualisation, la mise en place de dispositifs permettant la prise en charge de mineurs victimes de prostitution est un des objectifs qui peut engendrer un cofinancement de l'État. Donc forcément, il y a des dispositifs en cours de montage, mais ils ne sont pas encore suffisamment mûrs pour pouvoir témoigner d'une pratique bien établie. Et puis, il y a des dispositifs en cours d'expérimentation, mais là aussi, ils ont moins d'1 an, ils se cherchent encore, et donc ils ne sont pas aptes à donner des conseils, ou en tout cas à montrer une vitrine de ce qui peut être fait. Par contre, parfois en négatif, évidemment, on en tire quelques enseignements. Ce qu'on a vu par contre, ce sont des départements, on a vu plusieurs choses. Ce sont par exemple des départements qui s'appuient depuis quelques années, sans spécialiser eux-mêmes des dispositifs, c'est-à-dire sans spécialiser des MEX ou des services d'AEMO ou autres. Ils s'appuient depuis quelques années sur des associations spécialisées, du type Amicale du Nid ou Entracte en mode mineur dans le Nord, des associations spécialisées dans la prise en charge des majeurs prostitués qui ont développé des compétences vis-à-vis des mineurs par la force des choses, parce qu'ils se sont rendus compte que dans leur public, il y avait une partie de mineurs, mais ils ne sont pas des spécialistes en protection de l'enfance. Néanmoins, ils ont des compétences à apporter, un étayage à apporter aux professionnels de la protection de l'enfance pour... alors, ils interviennent auprès des services de la protection de l'enfance à la fois en termes de repérage, de formation et également de façon plus étroite parfois en termes d'appui aux dispositifs de milieu ouvert et de placement. C'est ce qui se fait par exemple dans les Bouches-du-Rhône, où on a des éducateurs de foyer et de MEX qui travaillent en étroite collaboration avec l'Amicale du Nid. Où en Seine-Saint-Denis, il y a une convention qui permet par exemple des actions éducatives en milieu ouvert ou mesures judiciaires d'investigation éducative qui sont menées par les interlocuteurs habituels de la protection de l'enfance, mais avec un renfort finalement des associations. Et ce sont des professionnels, l'Amicale du Nid. Ce sont pas des bénévoles, contrairement au mouvement du Nid. Donc à l'Amicale du Nid, ce sont des professionnels qui peuvent venir en étayage finalement aux professionnels. Et ça, les témoignages qu'on a, c'est que ça apporte des éléments de compréhension aux professionnels, ça leur permet de sortir de la sidération, ça facilite le repérage, et ça étaye aussi les victimes dans leur démarche. Lorsqu'une demande d'aide émerge enfin, et ça permet finalement aux professionnels de la protection de l'enfance, ainsi rassurés et ainsi étayés, de revenir à leurs fondamentaux, ce que l'on évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'est la première façon, mais vous avez entendu que ça n'est pas créer un dispositif spécifique, du coup, au sens où on l'entend parfois. Et ça existe déjà, on a un petit peu de recul depuis... ça existe déjà donc, dans les Bouches-du-Rhône et en Seine-Saint-Denis depuis 2 ou 3 ans, selon les cas. En termes comme pratique, on a pu repérer aussi, en termes de repérage et de coordination, ce qui a été évoqué, c'est des protocoles d'audition et de prise en charge immédiate des mineurs victimes de retour de fugue, ou plus généralement, des protocoles d'audition de mineurs de retour de fugue en général, qui visent à poser certaines questions, qui permettent de faire du repérage et de savoir si effectivement, de poser des questions de façon systématique pour savoir si effectivement il y a derrière cette fugue, cette dernière fugue, soit une récupération par des proxénètes ou soit une inscription dans la prostitution.
L'idée aussi de ces protocoles de retour de fugue, c'est de coordonner, non seulement d'aller recueillir des informations, mais aussi de recueillir ces jeunes dans les meilleures conditions, puisque c'est parfois au moment des retours de fugue qu'une demande d'aide émerge enfin. Seulement, c'est une demande très ponctuelle, très éphémère, et il faut que tous les acteurs soient en capacité de se coordonner, à la fois pour diligenter les enquêtes, pour apporter du soin, et pour les héberger immédiatement dans le dispositif le plus adapté possible, et parfois pour les mettre à l'abri et les éloigner. Pas systématiquement, mais parfois c'est nécessaire à leur protection. Donc ça nécessite une coordination des acteurs, et dans certains endroits sont promus des protocoles entre des acteurs qui peuvent d'ailleurs composer l'ODPE pour effectivement coordonner ces actions. Ensuite, nous avons rencontré certains dispositifs qui ne sont pas spécifiques à la prostitution des mineurs, mais qui ont des modes d'action que nous avons trouvés adaptés, voire très adaptés aux besoins spécifiques des mineurs victimes de prostitution. Alors, j'en évoquerai trois. J'en évoquerai un déjà. L'exemple du dispositif Mousqueton qui est en Moselle. Alors là, c'est un service de placement sur le papier qui a un mandat judiciaire ou administratif pour raccrocher avec des jeunes en rupture avec la protection éducative et refusant l'exécution du placement. La seule exigence qui est formulée à ces jeunes, c'est que le jeune donne des nouvelles au moins une fois par semaine à ce service. L'engagement de ce service vis-à-vis du jeune, c'est de ne pas chercher à forcer l'exécution d'un placement, de ne pas chercher à le piéger de ce côté-là et de forcer à l'exécution d'un placement, puisque par principe, si le jeune est orienté vers ce service, c'est qu'il est refusé par le jeune. Néanmoins, la mise à l'abri à la demande du jeune est possible, est organisée au sein de ce service. La méthode est parfois proche de la prévention spécialisée, créer suffisamment de liens pour faire émerger, pour partir du projet du jeune et des ressources que le jeune montre. La spécificité de ce service qui nous a paru intéressante, c'est d'avoir développé des compétences pour utiliser au mieux les réseaux sociaux afin de retrouver les jeunes et de rester en lien avec eux. Et évidemment, concernant le public spécifique de la prostitution des mineurs, c'est une compétence qui est très utile vu le taux de connexion, le niveau de connexion extrême de ces jeunes personnes. Ensuite, il faut parler bien sûr des dispositifs qui misent sur l'éloignement et la sécurisation des lieux de placement, puisque cette idée est très en vogue, finalement, qu'il suffirait d'extraire le mineur victime de prostitution pour lui faire retrouver un chemin plus favorable à son développement. Alors, nous ne pouvons à ce titre que décrire des dispositifs qui ne sont pas spécifiques, mais dont les observations donnent déjà matière à réflexion. Alors, il y a d'abord un centre éducatif renforcé en Isère, qui est un des seuls centres éducatifs renforcés qui accueillent des filles. Alors bien sûr, c'est dans un cadre pénal. Néanmoins, il y a une adhésion minimale qui est nécessaire et qui est requise à l'entrée dans ce dispositif. Donc vous voyez que ça peut pas être un dispositif de première intention déjà. C'est un dispositif qui n'est donc pas spécifique puisque les jeunes filles sont placées pour des faits de nature pénale. Il se trouve simplement que beaucoup ont eu des parcours de prostitution en plus des questions pénales. La spécificité, c'est que le cadre est très contenant, mais il n'est pas fermé. Il est très contenant sur le plan des règles posées. Par exemple, le maquillage est interdit. Elles remettent l'intégralité, évidemment, de leur téléphone portable, de leur cigarette. La cigarette est interdite aussi. Et elles remettent l'intégralité de leurs effets personnels pour être habillées toutes avec des vêtements du centre éducatif renforcé. Elles reçoivent un trousseau à l'entrée. C'est assez sévère. Et tout le quotidien est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des règles, et les règles, évidemment, sont très contraignantes aussi pour les adultes. Tout est très protocolisé, très sécurisant sur ce plan-là. Par exemple, des règles de respect de l'intimité avec des adultes qui ne rentrent jamais dans leur chambre, mais en même temps des jeunes filles qui doivent toujours être seules dans leur chambre, qui ne peuvent inviter personne dans leur chambre. Ce genre de choses. Alors, ce sont des méthodes en fait que l'on connaît comme les méthodes du séjour de rupture et de remobilisation. Le CER, ça n'est rien d'autre qu'un séjour de rupture et de remobilisation. Ce qui est observé, ce qui est intéressant, c'est que ce cadre très contenant provoque une forme de repositionnement dans l'enfance de ces adolescentes et favorise parfois le dévoilement réel de ce qu'elles ont vécu et de l'étendue surtout de ce qu'elles ont vécu et permettent évidemment de remobiliser un projet et de reprendre un autre parcours de vie.
La difficulté, c'est de penser l'après-séjour de rupture, mais c'est la difficulté propre à tout séjour de rupture. Ça dure 4 mois et après, il faut bien repenser à la suite. On peut parler aussi, au titre des dispositifs qui éloignent et qui sécurisent, le dispositif Kucha, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un dispositif qui est plus récent, mais qui est calqué sur un dispositif belge qui s'appelle Esperanto, qui lui a plus d'antériorité. Et ça vise en principe des mineurs victimes de traite. Alors les mineurs victimes de prostitution peuvent être considérés comme des mineurs victimes de traite. Mais la cible principale au départ de ces dispositifs, c'était les mineurs non accompagnés. Donc là, on est un petit peu dans un décalage. N'empêche qu'ils acceptent quand même certains mineurs victimes de prostitution ayant des attaches en France, avec un bilan, je dirais, qui est mitigé pour l'instant. Un bilan en termes de réussite qui est mitigé. Alors, ce sont des lieux qui ont une sécurisation importante. Le lieu est tenu secret, il n'y a aucun lien familial, bien sûr pas le droit au téléphone, etc. Et donc ça donne lieu à certaines atteintes à la vie privée et familiale du mineur. Donc il faut forcément que ce soit proportionné au danger qu'ils encourent, ce qui n'est pas toujours le cas pour les mineurs victimes de prostitution. Parfois le réseau n'est pas si puissant qu'un réseau de traite internationale d'êtres humains, par exemple. Donc ça ne justifierait, à mon sens, ça ne justifie, et à leur sens non plus d'ailleurs, ça ne justifierait pas des atteintes importantes, aussi importantes à leur liberté. Mais quand ces atteintes ont lieu, elles sont explicitées en lien avec des impératifs de protection. Et un des objectifs de cette prise en charge, c'est de permettre progressivement, j'ai pas oublié que le temps passe, et de permettre progressivement à ces jeunes de se réapproprier leur protection. C'est-à-dire, au début, on fait tout pour eux, mais petit à petit, il va falloir qu'ils apprennent eux-mêmes à se protéger vis-à-vis des réseaux, etc. Donc on voit que c'est une gageure importante. Ça peut prendre du temps, et là, la durée n'est pas limitée au sein de ces dispositifs. Autre spécificité de ce dispositif Kucha, c'est qu'il travaille avec un criminologue, notamment pour expertiser le niveau de danger et donc de sécurisation nécessaire, et puis pour coordonner à la fois les enquêtes, la prise en charge éducative, etc. Là, il y a peut-être matière à réflexion pour nous aussi dans notre domaine. Ce dispositif évoque la limite aussi en ce qui concerne les mineurs victimes de prostitution ayant des attaches sur le territoire, évidemment. C'est que cette orientation n'est pas toujours compatible avec des mineurs qui ont un objectif de retour dans la famille à plus ou moins longue échéance. Donc là, je vous ai fait des descriptions très sommaires. Vous lirez le détail, bien sûr, dans le dossier qui paraîtra fin juin. Je termine en disant un mot sur la prévention, parce que le point commun de tous les professionnels, c'est qu'ils insistent sur la difficulté de l'exercice de sortir les mineurs de la prostitution. Donc ils insistent tous, même les plus optimistes, sur la nécessité vraiment de renforcer la prévention et d'agir de façon très précoce en prévention, parce qu'une fois qu'ils sont dedans, c'est vraiment extrêmement difficile de les en sortir. Donc c'est pour ça que je ne peux pas conclure sans parler de prévention. On peut entendre la volonté de mettre en avant ce qui est fait actuellement, un message gouvernemental. Vous avez vu une campagne qui s'appelle « Je gère ». L'idée, c'est de mettre en avant un message à destination des jeunes. Mais là aussi, ça a ses limites. On sait quand même que les jeunes sont par nature rétifs, que les adolescents sont par nature rétifs au discours perçu comme moralisateur des adultes. Donc on peut espérer aussi une prévention plus large, c'est-à-dire qui s'adresse aussi aux auteurs qui sont des délinquants, voire des pédophiles pour certains, et sur lequel il semble pourtant y avoir très peu de réprobation sociale. On dirait que ce sont les mineurs prostitués qui supportent davantage le poids de la réprobation sociale, en fait, et que finalement le fait qu'il y ait des clients derrière est très peu évoqué. Des clients dont, je répète, certains commettent des viols, en fait, concernant des mineurs de moins de 15 ans. Ce sont des viols puisque tout rapport entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est un viol. Voilà. Donc, même dans un cadre tarifé. Et la clause dite Roméo et Juliette ne fonctionne pas quand on est dans le cadre de relations tarifées. Donc on n'a même pas ça, comme excuse, je dirais. Et pourtant, le poids de la réprobation sociale, il pèse sur les mineurs victimes de prostitution et pas sur la forme de banalisation qu'il y a à être client d'un mineur prostitué. Donc, première observation sur la nécessité d'une prévention plus large. Et puis il y a aussi la nécessité d'une prévention plus précoce. On a dans le dossier, pour la réalisation du dossier, interrogé l'Éducation nationale sur l'ensemble des actions de prévention.
Les actions de prévention, évidemment, quand on y pense, dans le cadre de l'éducation nationale, on pense tout de suite à voilà, des séances de sensibilisation au danger de la prostitution, des séances évidemment d'éducation à la sexualité et à la vie affective, etc. Mais ce qu'on nous a expliqué au niveau de l'éducation nationale, au niveau administration centrale en tout cas, c'est qu'il faut penser la prévention dans un cadre beaucoup plus large et de façon beaucoup plus précoce, c'est-à-dire dès le développement, chercher à développer des compétences psychosociales, donc dès le primaire en fait, qui vont pouvoir prévenir l'entrée dans la prostitution ou le fait d'être auteur également. Je parle de compétences psychosociales comme l'empathie, la capacité à dire non, etc. Et tout ça, vous entendez bien qu'il n'est pas question de parler de prostitution à des enfants de 9 ans. Non, il est question de penser de façon très précoce à leur donner toutes les ressources qui vont leur permettre de résister à ce type de phénomène. Donc, quand on parle de prévention, tout ça pour dire que les campagnes adressées aux adolescentes, c'est bien. Il y a aussi d'autres choses à faire et d'autres choses qui sont faites et à diffuser également. Et puis, quand on parle de prévention plus ciblée en ce qui concerne le public de la protection de l'enfance, vu les facteurs de vulnérabilité dont on a déjà parlé, des mineurs victimes de prostitution. Une étude récente du Nord montre par exemple que les maltraitances, notamment sexuelles, sont extrêmement fréquentes parmi les mineurs. Les antécédents de maltraitance sexuelle sont très fréquents par rapport aux mineurs victimes de prostitution. Finalement, la meilleure des préventions n'est-elle pas d'apporter un soin spécifique, notamment la prise en charge du psychotrauma aux mineurs victimes de maltraitance et également de favoriser leur reconnaissance comme victimes. C'est-à-dire que ça nous conduit à repenser la prise en charge en protection de l'enfance en se disant qu'une fois qu'on a identifié le danger avant la prostitution, je ne parle pas du danger de la prostitution, je parle des dangers antérieurs, une fois qu'on a identifié et mis à l'abri, eh bien, le travail ne fait que commencer. Et si on veut, de la meilleure façon possible, prévenir la prostitution dans les établissements de la protection de l'enfance, eh bien, là, il y a une prise en charge à la fois au niveau du soin et au niveau de la reconnaissance, y compris judiciaire, du statut de victime qui doit peut-être évoluer. Et ce serait peut-être la meilleure prévention en matière de prostitution dans les établissements de la protection de l'enfance. Et quand j'aurai dit ça, j'ai fini. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante. Bon, on est un petit peu pressé par le temps, je pense qu'il y a peut-être plein de questions, mais il est 1h moins 5, on doit reprendre à 14h. Est-ce qu'on peut noter les questions, puis on va essayer de prendre un temps cet après-midi? Il faudrait que tout le monde puisse avoir le temps d'aller déjeuner et de revenir. Madame Corbet commence son intervention à 14h. Je suis vraiment désolée pour la frustration que je provoque. À tout à l'heure. Merci de votre patience en tout cas.